Mes amis, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va rentrer un petit peu dans le détail de l'investissement proposé par Realty au Panama. Donc on va diviser en deux la vidéo avec une première partie sur les types de tokens, puisqu'il y en a plusieurs au Panama qui sont proposés, et ensuite le Panama en lui-même, donc quels sont les risques politiques, économiques du pays. Le premier type de token, vous le connaissez bien puisque c'est le token standard d'équité. Donc là, vous allez acheter un bien immobilier et toucher les loyers. La seule différence entre guillemets, puisque il y a aussi de ça aux États-Unis, mais là c'est que c'est short terme, donc c'est de la location saisonnière courte durée, tout simplement. Donc vous allez avoir des loyers, voilà, parfois haut, parfois bas, mais ça va être lissé sur une année. Donc ça, voilà, je vais pas rentrer dans le détail de celui-là parce qu'on le connaît bien. Donc je vais tout de suite passer au deuxième qui lui est un petit peu plus intéressant puisqu'il est tout nouveau, c'est le token de dette. Donc ici, pourquoi on appelle ça token de dette? Eh bien tout simplement parce qu'on va pas directement acheter un bien immobilier, mais on va financer un bien immobilier. Donc c'est une personne, voilà, qui a envie d'acheter un bien immobilier. Ici, on est donc sur la maison Fendi qui a un bien plutôt premium, hein, avec des super prestations offertes. Et donc cette personne, elle vient se financer auprès de Realty parce que elle est probablement déjà au maximum de son endettement sur les banques classiques. Donc les banques ne veulent pas prêter plus parce que vous savez, il y a des ratios à respecter. Donc si vous êtes au max des ratios, vous pouvez plus emprunter. Ça veut pas dire que ces personnes-là n'ont pas d'argent ou que c'est vraiment un risque énorme. Donc on va en fait leur demander de déposer par exemple 20% de la somme. Donc elles vont financer 20% de la somme et 80% va être financé par Realty. Je donne un exemple. Et donc sur ces 80%, on va donner un taux fixe. Donc là, dans ce cas-là, c'est 10,5%. Et une durée qui va être ici, je crois, minimum de 2 ans. Et aux dates anniversaires, on peut se faire rembourser une partie. Donc l'investisseur peut lui rembourser 20-30% du prêt après un an, par exemple. Donc ici, les avantages, ça va être le taux fixe, le remboursement partiel qui est possible aux dates anniversaires. Donc ça vous permet de récupérer des fonds et les redéployer ailleurs. L'un des avantages que j'ai aussi mis en risque, ça va être le fait que vous n'êtes pas exposé au marché immobilier. Donc imaginons qu'à la sortie, voilà, ce bien-là ne se revende pas bien, qu'il n'y ait pas une demande aussi forte que ça, qu'on ait du mal à le louer, etc. Là, on s'en fiche parce qu'en fait, le bien, il n'est pas à nous à la fin. Donc ça, c'est le problème de l'acheteur, c'est pas le nôtre. Et ici, nous, on va toucher nos 10,5%, peu importe ce qui se passe sur le marché immobilier. Et en dernier point, c'est le fait que ce bien-là, en fait, est mis en collatéral, donc c'est-à-dire que c'est un dépôt, un gage de sécurité pour nous, puisque si l'emprunteur ne rembourse pas, eh bien, il est en défaut, et nous, on récupère ce bien-là à un prix cassé, en fait, au prix pour lequel nous, on a financé le bien. Donc c'est évidemment très intéressant. Maintenant, c'est un point positif, mais je l'ai aussi mis en risque, parce que s'il y a non-paiement, on rentre dans un autre processus qui, j'imagine, peut prendre des mois, peut-être dans le meilleur des cas, on sait pas, on est au Panama, on sait qu'administrativement ça a l'air de prendre beaucoup de temps, donc si l'emprunteur veut un petit peu challenger le fait qu'il est en défaut, qu'il peut pas payer, etc., voilà, donc j'imagine le contrat de Realty est très bien ficelé, voilà, il n'y a pas de souci, mais on est au Panama, on n'a jamais fait ça encore, s'il y a défaut, quid de ce qui va se passer et de combien de temps ça va prendre. Et en deux, c'est pas d'exposition au marché immobilier, donc je l'ai mis en point positif et aussi en point négatif, parce que si à la sortie, ce bien-là vaut 10, 15, 20% de plus, vous n'en profitez pas. Vous avez touché vos 10,5%, et voilà, vous retouchez le capital et c'est terminé. Et le dernier type de token, ça va être celui qu'on appelle le Panama Raise. Donc là, on va simplement acheter en fait sur plan. Donc c'est des biens qui sont en pré-construction, c'est-à-dire que là, on a pour le moment simplement ces images-là. Voilà, on a les plans, tout simplement, et on va acheter ça sur plan. Donc ici, le gros point positif, c'est qu'on achète en phase 1, c'est-à-dire que c'est la phase la moins chère. Donc en gros, le promoteur veut attirer des investisseurs, et pour ça, il va vous dire, en fait, voilà, mon bien à la sortie du projet va coûter 500 000, mais en phase 1, donc c'est-à-dire sur plan, quand il n'y a rien de construit, quand le projet est encore pas sorti de terre, eh bien, on va vous dire, nous, je vous le vends 450 000 sur plan avec un bien en sortie qui vaudra à minima 500 000. C'est-à-dire que les gens qui arrivent plus tard en phase 2 ou en phase 3, donc quand c'est livré, eh ben, ils paieront plus cher. Ils paieront peut-être 10% de plus ou 20% de plus à la sortie. Le second avantage ici, c'est
comment en fait le financement se structure. Donc vous allez payer votre token et l'argent qui va être collecté va être mis sur le RMM. Et étant donné que vous ne payez pas la somme entière dès le début, eh bien votre argent va travailler en attendant la livraison du bien. Donc on voit ici les paiements, donc c'est 5000 $, donc je pense que ça c'est le dépôt simplement hein, pour loquer la vente. Et ensuite on paie à peu près 10% du prix du bien tous les 6 mois. Et donc l'argent qui reste, qui n'est pas encore payé, travaille sur le RMM. Donc vous avez une petite rentabilité en attendant que le bien sorte de terre et donc sorte en 2026 si tout va bien, avec, on l'a vu ici, une rentabilité d'un peu plus de 10%, donc ce qui est quand même intéressant. Et surtout, bah, vous avez un bien neuf à la fin. Donc ça, c'est le troisième point positif, c'est qu'à la sortie, vous avez un bien qui est neuf et que vous avez acheté en phase 1, donc normalement avec un petit discount peut-être de 10 ou 15%. Maintenant, les risques, bon, c'est assez évident, c'est les retards. Puisque sur des gros projets comme ça, on peut avoir des retards assez importants. Donc ici, c'est un gros promoteur, de ce que j'ai compris, qui normalement sait faire ce genre de projet. Donc c'est pas la première fois qu'il se lance là-dedans. Mais toutefois, ça reste un gros projet, donc ça peut toujours avoir des délais d'au moins quelques mois par rapport à la date de livraison qui avait été annoncée. Et le deuxième risque, qui pour moi est le plus important, c'est que le projet soit trop ambitieux. Donc c'est-à-dire qu'on ait construit trop au même moment en fait à un endroit où il n'y a pas une demande suffisante à ce moment-là pour tout louer ou pour tout vendre même. Donc ça c'est pour moi c'est le plus gros risque parce que généralement ces projets-là se construisent dans des endroits où il n'y a pas encore énormément de choses, c'est-à-dire il n'y a pas encore énormément de services, de commerce, etc. Et on compte sur ce projet-là pour justement rameuter un dynamisme commercial et résidentiel énorme. Sauf que vous allez avoir des centaines de logements d'un coup qui arrivent. Ça peut parfois être beaucoup d'offres. Il faut que ça trouve sa demande. Voilà pour ce qui est des types de tokens. Maintenant, on va parler du Panama dans son ensemble, donc c'est-à-dire du pays en lui-même, politiquement, économiquement. Est-ce qu'il y a des risques à connaître ou justement est-ce qu'il y a des avantages peut-être cachés du pays que l'on ne verrait pas au premier coup d'œil. On va commencer par le côté politique du pays avec une situation qui est très complexe. Donc là, je vous ai mis un article de 2022 où vous voyez, on parlait, c'était vraiment la success story. On avait une progression du PIB à 2 chiffres, tout était magique et incroyable. Mais la corruption au niveau politique a été telle que ça a fait un petit peu peur au fond extérieur. Donc c'est-à-dire qu'on est passé, je crois, de 5 milliards d'investissement externe à 500 millions. Donc une baisse voilà, de 90%, qui a fait énormément mal au pays. Et ensuite, il y a une succession de problèmes intérieurs avec le canal du Panama qui a connu un niveau d'eau très bas. On a également eu plus récemment la mine de cuivre qui a dû être fermée. Donc tout ça, en fait, ça a causé, ça a remis en question les compétences politiques et surtout la corruption qui était, j'ai envie de dire, presque à ciel ouvert depuis 2 mandats. Déjà avec un président aujourd'hui qui n'est pas en prison parce que il est sous protection dans l'ambassade du Nicaragua. Donc ça cause aussi des manifestations. La population n'est pas contente. Elle voudrait voir justement ce président payer pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a causé au pays, parce que vraiment c'était une success story. Et aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué économiquement et politiquement. Donc aujourd'hui on a un nouveau président qui a un challenge énorme sur les bras, c'est-à-dire qu'il doit redonner confiance justement en la politique, casser cette image d'État corrompu. Et en plus de ça, il a des challenges économiques. Donc, on va rentrer un peu plus dans le détail. Donc là, j'ai parlé aujourd'hui, la grosse question, c'est la mine de cuivre. À savoir que cette mine de cuivre représente 5% du PIB du pays. Donc, c'est un gros morceau de l'économie du pays. Qui a donc été fermé parce que ça a été déclaré inconstitutionnel l'exploitation de la mine par donc l'entreprise qui s'appelle Minera Panama. Donc peut-être encore entremêlé de corruption, je sais pas exactement, mais il y a aussi la population qui a manifesté plus récemment. Parce que on parle de réouvrir la mine en attendant de trouver des solutions économiques. Voilà, il faut remplacer ce morceau de PIB qui va partir. Et la population, elle, dit que en fait, écologiquement aussi, ça pèse sur le pays et qu'il faudrait trouver plutôt
des solutions alternatives que de réouvrir la mine qui vient d'être fermée pour des raisons donc constitutionnelles. Ensuite, il y a les liens avec la Chine. Donc il faut savoir que les liens avec la Chine se sont resserrés avec le Panama il y a déjà quelques années, je crois depuis à peu près 2017-2018, où en fait, eh bien le Panama exporte en grande partie son cuivre en Chine. Donc on sait que la Chine consomme énormément de matières premières et en fait les liens avec le Panama dépendent beaucoup de ça, sauf que on va fermer l'exploitation de la mine. Donc quid des relations avec la Chine? Il faut savoir que 70% de la balance commerciale, en fait, ce sont les exportations de cuivre. Enfin, c'est l'exportation de minerais, donc principalement le cuivre. Donc ici, ça peut peser aussi sur les relations avec la Chine et surtout, ça va dérégler la balance commerciale. Parce que vous le voyez dans l'article, en fait, le Panama exporte, mais importe aussi de Chine et avec des produits qui ont une forte valeur ajoutée. Donc comme des téléphones, des voitures et des composants électroniques. Donc en fait là on va dérégler la balance commerciale et en fait c'était déjà décrié le fait que la Chine avait ce rapport de force, mais bon ça c'est avec tous les pays, mais avait un rapport de force complètement inégal. Évidemment le Panama c'est un petit pays économiquement qui n'est pas extrêmement développé, même s'il y a une forte croissance. La Chine, c'est le mastodonte qui peut imposer un petit peu tout et n'importe quoi à ce genre de pays. Donc voilà pour les challenges à venir. Donc je sais que c'est peut-être un peu négatif le tableau que je viens de peindre, mais c'est la vérité. Donc politiquement c'est très compliqué, économiquement c'est très compliqué. Ça peut aussi créer des opportunités. C'est généralement dans ce genre de situation que les bonnes affaires se font. Maintenant, il faut parier sur le fait que ça va repartir de plus belle et que économiquement le pays va continuer dans la bonne direction. Et nous, ce qui va nous intéresser aussi, c'est le tourisme. Donc ici, j'ai pris les chiffres sur déjà la population, donc la population qui croît de manière assez importante. Ils étaient 4,2 millions en 2019, ils sont 4,5 millions en 2023, avec un PIB toujours en progression. Donc on a eu l'effet Covid qui a été rattrapé quasiment l'année suivante. Et aujourd'hui, on a 83 milliards de dollars. Donc vous voyez, comparé à 2019, en ignorant le Covid, on a quand même une belle augmentation de quasiment 15 milliards, avec un PIB par habitant qui lui aussi a été rattrapé. Donc pareil, l'année suivante, donc on était à 16 500 dollars par habitant, on est aujourd'hui à 18 700 dollars. Donc une croissance qui reste très forte. Et vous le voyez, ici, on a eu un PIB en 2021, donc là c'était rattrapage Covid. 2022, ça restait très très fort. 2023, on est passé sous les 10%. Et c'est là où on a commencé à dire, bon, attention parce que l'économie est quand même en train d'en prendre un coup. Et comme je vous le disais, vous voyez les exportations en 2023, qui ont chuté de 1,4% avec une très forte progression avant. Donc si on ignore le Covid, on était à une progression d'1,6%, et là, on est en négatif de 1,4%. Avec des importations qui, elles, par contre, étaient négatives avant Covid et aujourd'hui ont une croissance énorme. Donc c'est là le risque, comme j'en parlais, c'est la balance commerciale qui va prendre un très grand coup dans l'aile et il va falloir réussir à compenser ça. Un des autres points positifs, c'est que l'inflation est plutôt bien maintenue. On a même eu une déflation, donc ce qui n'est pas forcément mieux. J'avais fait une vidéo qui parlait justement de ça il y a quelques temps. La déflation, c'est presque pire qu'une forte inflation parce qu'on a du mal à s'en dépatouiller. Mais là, donc, on voit que après Covid, on a quelque chose qui est plutôt bien maintenu aux alentours des 2%. Donc, ce qui est plutôt bien, surtout l'inflation qu'on a connue aux États-Unis et partout dans le monde. Ici, on n'a pas eu cet effet-là au Panama. Et pour finir, la dette extérieure, donc logique, qui explose avec maintenant ce différentiel import-export qui va peser sur la dette. Donc, on voit qu'on est quand même la dette en pourcentage du PIB qui est à 164%, ce qui est énorme, mais la dynamique a l'air plutôt à la baisse, surtout dû au fait que le PIB progresse fortement. Donc il y a quand même un danger, c'est que justement cette croissance se tasse un petit peu et qu'on continue d'importer encore plus, exporter de moins en moins, et là on pourrait voir la dette de nouveau exploser. Et j'ai ici un autre article, vous voyez que économiquement, vraiment depuis fin 2023, c'est difficile, mais on était déjà sur un trend bien baissier, et
Sur les derniers mois, ça a l'air de vouloir repartir un petit peu, donc à surveiller. Peut-être qu'on est en train de, avec ce nouveau gouvernement, de repartir dans la bonne direction, mais bon là, c'est encore trop tôt pour le dire, mais on est peut-être sur le début d'un recouvrement de situation économique. Et des chiffres qui vont nous intéresser, c'est évidemment le tourisme. Ici, je vais prendre 2022-2023, donc voilà, on est post-Covid, on voit qu'il y a une forte augmentation des touristes avec 1,8 million de touristes sur l'année 2023, plus 26%. Et si on regarde d'où viennent ces touristes, eh bien c'est majoritairement les USA, avec 400 000 touristes sur l'année en 2023, donc ce qui est plutôt encourageant. Et on voit c'est une augmentation de 21,1%. Donc ce qui montre l'intérêt des US pour le Panama. Et sur l'année 2024, pour le moment, on est plutôt bien parti puisqu'on est déjà à 900 000 touristes. Donc par rapport au même moment l'année dernière, c'est plus 12,7%. Donc là, on est par rapport à mai 2023 jusqu'à mai 2024, on est en augmentation de 12,7%. Donc potentiellement un record qui pourrait être battu, sachant que avant Covid, si on prend les chiffres de 2018-2019, on était en 2018 à 2,5 millions de touristes. Donc voilà, si vous comparez avec la situation en mai, ici on est à 1 250 000. Donc on est bien parti pour potentiellement battre l'année 2018 en termes de tourisme. Sur d'où viennent ces touristes, on a toujours les USA en tête avec 11,8% d'augmentation par rapport à 2023. Et derrière la Colombie, la grosse augmentation, 34% de plus. Ce qui est marrant puisque la Colombie c'est le prochain pays dans lequel Realty va s'implanter. Donc on voit que là ils sont vraiment tous les deux en tête assez largement puisque derrière c'est Équateur avec seulement 40 000 touristes. Donc vraiment USA-Colombie, c'est un tiers, plus d'un tiers des touristes du pays. Et le dernier point positif que je voulais aborder, c'est donc avec ce nouveau gouvernement, il y a un plan qui a été fait pour créer une ligne de chemin de fer qui va donc relier en fait le centre du pays avec les régions un peu plus reculées. Donc c'est une ligne de 391 km qui aura un coût de 5 milliards de dollars et qui va créer 6000 emplois sur 6 ans. Et donc le président Mulino qui vient d'arriver dit que c'est son travail le plus important de son gouvernement, c'est justement cette ligne de chemin de fer qui est censée redynamiser l'économie du pays. Voilà ce qu'on pouvait dire du Panama aujourd'hui, donc évidemment je rentre pas non plus extrêmement dans le détail, sinon ça ferait des vidéos de 2 heures, mais je vais vous mettre tous les articles en description, ils sont vraiment tous très très intéressants. Ils sont en anglais une nouvelle fois, désolé j'ai pas pu trouver l'équivalent français, mais si vous pouvez peut-être les traduire ou si vous lisez l'anglais tout simplement, je vous conseille de les lire si vous investissez au Panama ou si vous souhaitez investir au Panama. Si vous n'êtes toujours pas inscrit sur Realty, je vous mets également mon lien d'affiliation en description, n'hésitez pas, il reste toujours des tokens, donc comme je vous le disais, de cette propriété au Panama qui est un Panama Raise. Si vous souhaitez commencer l'aventure Realty, vous avez la chance d'avoir un bien qui est dispo à la vente, ce qui n'est pas toujours le cas. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.